Merci Dominique, merci au Conseil scientifique d'avoir me donné l'opportunité de vous présenter voilà, une approche de thérapie génique pour une pathologie qu'on connaît bien au laboratoire, puisqu'on assume une recherche depuis le diagnostic clinique des patients jusqu'aux thérapies, en incluant diagnostic génétique pour toute la France, en incluant aussi des modèles murins pour cette pathologie, des fibroblastes, etc. C'est vraiment le cheval de bataille, ou un des chevals de bataille de notre équipe. Donc, dans le titre, vous avez la spécificité en fait de mon propos, c'est le mot transplicing, qui est une approche de thérapie génique un peu particulière que je vais vous exposer comment ça fonctionne et qui en soi est adapté à la physiopathologie de cette pathologie et en particulier au gène OP1. Et vous verrez, et j'essaierai de vous faire comprendre pourquoi c'est aussi important pour OP1. Alors, mes conflits d'intérêts. La maladie en soi, c'est une maladie qui est à l'intersection entre la neurologie, l'ophtalmologie et les maladies mitochondriales. C'est une pathologie qui affecte les deux nerfs optiques, qui va donc progressivement réduire l'acuité visuelle des patients et qui peut éventuellement, pour les plus sévères, arriver à une cécité légale. Alors, les caractéristiques de cette maladie, c'est que c'est d'abord et avant tout une maladie autosomique dominante, avec une incidence relativement importante dans la population française, puis à peu près 3000 patients qui sont répertoriés actuellement. Une baisse de l'acuité visuelle qui est relativement lente au cours de la vie, sauf pour un certain nombre de patients qui sont syndromiques, qui vont avoir à la fois une atteinte visuelle et une atteinte auditive, et pour lesquels la baisse d'acuité visuelle va être beaucoup plus brutale, beaucoup plus précoce, et après elle va stabiliser dans la cécité légale. Alors les caractéristiques de cette pathologie, c'est la présence d'un scotome central, donc c'est essentiellement l'acuité visuelle centrale qui est touchée, la vision périphérique est relativement maintenue. La présence d'une pâleur papillaire, donc au niveau de l'émergence du nerf optique, sachant que le restant de la rétine est à peu près normal et apparaît normal. Et puis la perte des fibres associées aux cellules ganglionnaires de la rétine au niveau de la papille optique. Donc ça, c'est pour la pathologie et les signes cliniques. Moi, je ne suis pas médecin, donc je suis un petit peu loin pour décrire ça dans sa perfection. Nous avons eu la chance de découvrir le gène majeur de l'atrophie optique dominante en 2000. Donc il s'agit de OP1. C'était un travail qui était à la fois réalisé par une équipe ou des équipes françaises et puis un conglomérat entre équipes allemandes et anglaises. Donc ça, c'est l'élément majeur, j'oserais dire, de cette pathologie. Nous avons par la suite travaillé sur la compréhension de la fonction de la protéine OP1 à l'intérieur des cellules. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est que OP1 affecte la mitochondrie, affecte la structure mitochondriale à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, puisque le rôle de cette protéine, c'est de faire un échafaudage sur lequel la membrane interne mitochondriale est repliée. Et donc, lorsque vous enlevez OP1, eh bien, vous passez à des mitochondries qui ont complètement perdu leur structure de crête. Bien évidemment, ça a des conséquences non négligeables sur la fonction mitochondriale. Et ça a aussi des conséquences sur la structure du réseau mitochondrial, puisque d'un réseau filamenteux, on arrive à un réseau qui est complètement fragmenté. Ça a aussi d'autres conséquences sur la fonction et la physiologie mitochondriale, puisqu'on va toucher la respiration, l'efficacité de la respiration, augmenter la production de ROS. On va affecter aussi le maintien du génome mitochondrial, favoriser l'apoptose et perturber énormément les flux calciques à l'intérieur de la mitochondrie et de la cellule. Alors, Patricia, qui assume le diagnostic moléculaire des atrophies optiques dominantes, a publié un papier relativement récemment et qui montre que malgré le fait qu'on crible les mutations dans OP1 depuis maintenant un peu plus de 17 ans, dans les 5 dernières années, si elle regroupe tous les diagnostics moléculaires qu'elle a réalisés, on continue à avoir une dominante d'OP1 malgré le fait qu'on a déjà
déjà identifié plein de familles pendant 17 ans. Et puis les deuxième et troisième gènes sont WFS1, donc le gène responsable du syndrome de Wolfram, et puis ACO2 qui à la fois présente des mutations dominantes, récessives, et puis des pathologies beaucoup plus sévères de l'enfant. Ceci étant, donc, pour l'atrophie optique dominante, le gène majeur reste OP1, qui représente à peu près 60% de l'ensemble des cas qui ont été diagnostiqués au niveau moléculaire. Et puis, malheureusement, au moment où je vous parle, il n'y a toujours pas de thérapie pour cette pathologie, alors que ça fait plus de 23 ans qu'on l'a identifiée. Donc nous, on s'est attelé depuis une dizaine d'années à essayer de développer une thérapie pour OP1. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on ne peut pas faire simplement une thérapie de complémentation, comme c'est souvent le cas pour des mutations dans beaucoup de gènes. Il y a des contraintes qui s'appliquent à OP1. La première, c'est qu'il y a plus de 400 variants pathogéniques qui sont identifiés dans le gène actuellement. Il y a deux mécanismes physiopathologiques différents. À la fois l'haploinsuffisance, c'est-à-dire que vous avez 50% d'OP1, eh bien ça donne la maladie. Et puis des mutations faux sens à l'intérieur de la phase codante qui va donner une forme de dominance négative à cette pathologie. La troisième contrainte qui est aussi importante par rapport à OP1, c'est que le gène code pour 8 isoformes, et ce sont 8 isoformes qui sont absolument indispensables pour le maintien de la fonction mitochondriale des cellules. Et puis la dernière contrainte, qui n'est pas négligeable non plus, c'est que la surexpression d'OP1 est toxique pour les mitochondries. Si vous mettez trop d'échafaudage à l'intérieur des mitochondries, eh bien vous finissez par avoir plus de mal que de bien en termes d'haploinsuffisance. Donc, fort de ces contraintes, quelles sont les différentes options qui se proposent à nous? Comme je viens de le dire, la supplémentation génique éventuellement pourrait apporter une solution aux 400 mutations qui sont répertoriées. Ceci étant, ça va s'appliquer à l'haploinsuffisance, mais pas aux allèles dominants négatifs. Et puis, ça ne remplace que 1 des isoformes sur les 8 d'OP1, donc ça ne s'applique pas pour ça. Et puis, comme on ne contrôle pas le niveau d'expression du transgène, ça ne répond pas à ce critère-là non plus. Une seconde solution, c'est bien évidemment le gene editing, qui serait une réparation du gène OP1. Donc ça s'applique à ces 3 critères-là, mais par contre, ça demande de générer 400 solutions différentes pour les 400 mutations qui sont actuellement connues dans ce gène. Donc nous, on a réfléchi à une solution que je vais vous proposer là, qui est basée sur le transplicing du pré-RNA d'OP1, et vous montrer que, a priori, au moins au niveau cellulaire, ça présente une certaine efficacité et une certaine élégance en termes d'approche thérapeutique. Donc c'est quoi le transplicing? Alors je vais commencer par vous parler du cis-splicing, du splicing normal. Donc voilà le transcrit d'OP1. La majorité des mutations sont plutôt sur la partie C-terminale du gène, donc des exons 9, je veux dire, jusqu'à 29. Et puis il y a ici 3 exons qui sont alternativement splicés, qui peuvent être présents ou absents, et qui vont définir les 8 isoformes de la protéine. Donc le cis-splicing, c'est l'opération classique qui se passe pour le pré-mRNA. On va éliminer tous les introns et puis on va générer 8 isoformes différents, donc après avec 4B, 4B ou 5B, mais tous ces isoformes seront systématiquement mutés. Alors en quoi consiste le transplicing? En fait, c'est apporter un vecteur thérapeutique dans la cellule qui va contenir un transcrit avec la phase codante C-terminale d'OP1, 2 séquences qui sont impliquées dans le splicing, donc le polypyridine tract et le branching point que vous retrouvez dans tous les introns des gènes eucaryotes. Et puis le côté absolument clé de ce mécanisme-là, c'est ce petit binding domain ici qui va venir s'hybrider au niveau de l'intron, qui va empêcher le cis-splicing et qui va forcer le transplicing. Et en faisant de la sorte, normalement, on devrait pouvoir corriger l'ensemble des pré-RNA codants pour les 8 isoformes d'OP1, et puis en respectant donc la distribution de ces exons alternativement splicés, et avoir une forme de protéine ou un isoforme ou des isoformes qui soient sauvages. Donc ça, c'est la théorie. Comment on arrive à ça? Je vais revenir en arrière, je ne sais pas si je peux revenir en arrière. Oui, je peux revenir en arrière, pardon.
Donc le point clé, c'est d'identifier le binding domain ici qui va venir interagir avec une séquence intronique. C'est très difficile d'identifier ces séquences introniques parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur leur importance dans le splicing. Et donc nous, on a en fait généré 400 différents binding domains à partir de la séquence de l'intron qu'on cible dans OP1, alors que ce soit par PCR rationnel, par digestion enzymatique, par sonication, et donc 400 plasmides qui contiennent ce domaine de potentiel de transplicing, de binding. Alors, le test pour identifier si ces binding domains sont fonctionnels ou non, il consiste en une expérimentation in cellulo où on va utiliser 2 plasmides qui contiennent chacun la moitié de la GFP, donc la partie 5' de la GFP et l'autre partie 3' de la GFP. Et s'il y a transplicing entre ce plasmide, enfin le transcrit généré par ce plasmide et le transcrit qui est généré par ce plasmide, eh bien on va reconstituer de la sorte une GFP active. Donc on a réalisé ça avec les 400. Donc voilà le schéma que ça a donné, réobtenir une GFP qui soit active, qui soit fluorescente. Et puis ici on a un témoin de transfection. Donc on a généré 400 expériences pour sélectionner ça par cytométrie de flux. Et sur les 400 fragments qu'on a screenés, on a trouvé 6 qui donnaient une réponse positive. Vous avez ici un Western blot contre la GFP et vous avez ici un dosage du niveau d'expression de cette GFP qui est reconstitué à l'intérieur des cellules. Donc on en a choisi un, celui qui donnait la meilleure efficacité. On a poursuivi nos travaux avec ce binding domaine-là. Donc, l'histoire, elle était simple. On clone ce binding domain 6 avec ce qui est nécessaire pour assurer l'épissage et puis la partie C-terminale d'OP1. On transfecte ça dans des cellules, dans les fibroblastes de patients, OP1, et on regarde de quelle manière on est capable de complémenter la fonction d'OP1 dans ces fibroblastes. Donc voilà les résultats. Pour ça, on a utilisé, pour commencer, 2 lignées de fibroblastes de patients avec le syndrome de Baer. Alors, c'est les plus sévères. C'est des patients qui ont 2 mutations à l'intérieur d'OP1, une sur chaque allèle. Donc, une mutation haploinsuffisante et une mutation faux sens. Voilà. Et vous voyez que par rapport à des lignées de fibroblastes contrôle, le niveau d'expression dans ces fibroblastes en absence de traitement est extrêmement faible. Donc après traitement, lorsqu'on met le vecteur thérapeutique dans ces fibroblastes, vous voyez que très clairement, on restaure le niveau d'expression d'OP1. Donc par rapport aux témoins, voilà ce qu'on a sur des cellules qui sont non traitées. Après traitement, on restaure à peu près ou un peu plus que 100% de la quantité et le maintien des isoformes, des différents isoformes d'OP1. Donc ça, c'était une chose qui était intéressante en termes de quantité de protéines. On a aussi vérifié les conséquences sur la structuration du réseau mitochondrial. Donc vous voyez clairement que sur des cellules contrôle, on a à peu près la moitié du réseau mitochondrial qui est filamenteux, l'autre moitié qui est fragmenté. Sur les fibroblastes de patients OP1, syndrome de Baer, on a une fragmentation du réseau mitochondrial. Et puis, lorsqu'on rajoute le traitement, eh bien, on restaure un réseau mitochondrial qui est filamenteux, comme les cellules contrôle. Donc ça, c'était extrêmement satisfaisant. Le dernier point qu'on a vérifié pour l'instant dans cette étude-là, c'est que si on met le traitement sur des cellules qui sont sauvages, donc qui ont un niveau normal d'expression de la protéine OP1, eh bien, on ne modifie en rien sa quantité et on ne modifie en rien la structure du réseau mitochondrial. Donc voilà où on en est actuellement. Par rapport aux contraintes et aux différentes solutions thérapeutiques qui se présentaient à nous, ce qu'on pense, c'est que la démarche de transplicing, elle nous permet, de par le fait qu'on adresse ce transplicing au niveau de l'exon 9 sur les 30 exons d'OP1, de traiter à peu près 80% des mutations qui sont incluses, qui sont connues, qui sont répertoriées dans l'OP1, ce qui représente plus de 90% des patients, parce qu'il y a des mutations qui sont récurrentes dans ces 80 mutations. Ça permet clairement de traiter à la fois la haploinsuffisance et la dominance négative. Ça ne perturbe en rien la distribution des 8 isoformes, et puis ça empêche toute forme d'expression qui serait toxique pour la mitochondrie.
Donc ce processus de transplicing, nous pensons qu'il est efficace, nous l'avons breveté. Où on en est aujourd'hui, c'est bien évidemment valider cette construction thérapeutique sur d'autres lignées de fibroblastes. Là, on a vraiment pris les plus affectés et on voudrait travailler avec des fibroblastes qui sont moins affectés. Vérifier aussi que ça fonctionne sur des neurones qui sont dérivés d'IPS de fibroblastes. Ça, c'est une collaboration avec Patrick Hyman en Angleterre, parce qu'on n'a pas d'IPS d'OP1 chez nous à Angers. Dans ces IPS où ces neurones dérivés traités, ce qu'on veut aussi vérifier, c'est qu'il n'y a pas d'absence, il y a une absence d'off-target, donc on ne cible pas d'autres gènes que simplement OP1. Ça pourrait être le cas, ça serait assez délétère. Et puis derrière, la construction, c'est la tester chez des primates non humains. Alors avant d'aller en clinique, le gros problème qui se pose pour nous, c'est d'identifier les cohortes de patients qui seraient à même d'être traités par cette solution thérapeutique. Parce que comme je vous l'ai dit en introduction, l'évolution de la pathologie elle est extrêmement longue et que si on veut avoir des résultats significatifs avec un traitement, je pense qu'il faudrait traiter, en tout cas on avait une estimation, plus de 150 patients et les suivre pendant 3 ans pour avoir un delta qui puisse potentiellement être significatif. Donc c'est un peu compliqué en prenant en considération bien évidemment l'acuité visuelle des patients. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Je pense que c'est ma dernière diapositive. Je voudrais absolument remercier l'ensemble des associations de patients qui nous soutiennent depuis une vingtaine d'années sur ces travaux de recherche dans l'atrophie optique dominante. La Fondation Maladies Rares, bien évidemment, pour de multiples raisons. Et puis Yannick Le Dantec qui a réalisé la plus grande part de ses expériences sur le transplicing et leur validation dans les fibroblastes de patients. Et puis je voudrais vous remercier pour votre attention.